Donc effectivement, Bruno l'a précisé, hein, Troisième représente l'ensemble des acteurs minerais, minéraux, métaux, à l'exception de l'aluminium. Et dans ce cadre, on est très impliqué dans l'économie circulaire. Et vous avez vu la réaction de Bruno il y a quelques instants qui montre voilà, comment on est tout à fait impliqué sur ces sujets et sur l'acier également, qui est un gros morceau des activités représentées par A3M. Euh, il faut avoir en tête qu'en France, on recycle des millions de tonnes de métaux. C'est des millions de tonnes. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé parce qu'on faisait ça, je dirais, par habitude. Mais en fait, en France, si on se cantonne là, spécifiquement sur l'acier, tous les ans, c'est à peu près 12 millions de tonnes d'acier usagé qui sont collectés sur une production française d'acier qui est autour de 14-15 millions de tonnes, ça dépend des années et des périodes. Et à peu près la moitié est réincorporée dans la production française. Donc c'est vraiment je dirais assez significatif. Et que fait l'autre moitié de ces aciers usagés? Eh ben, elle est exportée en Europe ou en dehors de l'Europe. Et quand je parle de hors Europe, c'est généralement la Turquie. Et puis on importe également à peu près 1,5 million, 1,7 million de scrap, et c'est surtout par effet de géographie, donc sur les pays limitrophes. Alors, certains diront et feront une différence entre les rebuts internes de production, les déchets pré-consommateurs, c'est-à-dire les, les ferrailles que l'on récupère sur les lignes de production de la chaîne de valeur intermédiaire, et puis les déchets post-consommateurs qui correspondent en fait aux aciers qu'on va récupérer en fin de vie des produits. Alors c'est vrai, il y a des définitions très précises, mais je dirais du point de vue de l'environnement, un acier qu'on peut récupérer et qu'on peut recycler dans nos industries, c'est beaucoup mieux qu'un acier voilà, perdu, enfoui ou exporté. Donc mon point à ce stade-là, c'est que la sidérurgie française donc, recycle déjà naturellement des millions de tonnes d'acier et que je ne vais pas m'attarder sur des définitions pré, post, consommateur, etc. Je vais parler en fait des aciers usagés en général. Alors, la Team 2 souhaitait que je focalise mon commentaire sur les aciers techniques et je vais en profiter en réalité pour vous expliquer comment je peux mettre le curseur là-dessus. Alors, vous avez là un chiffre. Alors, le précédent chiffre venait de l'enquête du BNR qu'on fait tous les 2 ans avec l'ADEME. Là, c'est un élément qui vient de refaire et qui vous rappelle quand même les applications de l'acier sur l'ensemble des chaînes navales. Donc, la première, en fait, utilisation, c'est la construction, vient derrière l'automobile, ensuite ce qu'on appelle la mécanique, et ensuite, voilà, tout un tas d'applications différentes. Mais ce n'est pas sous cet angle-là véritablement que je vais porter mon propos. Ce que je veux dire, c'est que si je voulais vraiment parler des aciers très, 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 très techniques, je vous parlerai des aciers superalliés qui vont notamment dans l'aéronautique, dans le nucléaire. Là, je vous parlerai voilà, quelques centaines de kilotonnes. Alors évidemment, je peux y ajouter aussi les inox, ça c'est les alliages spécifiques qui correspondent à une propriété chimique particulière, et des étapes assez complexes de fabrication. Puis je peux aussi élargir le panorama en incluant les aciers alliés ou un peu moins alliés à destination de l'automobile, de l'équipement mécanique, du roulement, de l'énergie, des rails, de l'emballage, etc. En fait, c'est autant de process qui en fait ont recours à des chimies assez précises. Alors oui, c'est des process peut-être moins élaborés que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, mais pour autant, c'est pas de l'acier à ferrer les ânes, voilà, comme on dit dans notre métier. Euh, et dans tous les cas, c'est des aciers qui doivent satisfaire des propriétés d'usage particulières, résistance thermique, résistance mécanique, propriétés de déformation, etc. Et donc là, avec tout ça, j'arrive à des millions de tonnes et en réalité, et même si on est sur des chimies un peu plus tolérantes ou des process qui semblent en apparence un peu moins élaborés, les aciers destinés aux bâtiments, hein, poutres, poutrelles, façades, ronds à béton, ils répondent en fait à des cahiers des charges très précis. Et donc, dans les phases de transformation, qui incluent des revêtements, propriétés de soudabilité, de contre-collage, laminage, de tenue en température, d'humidité, etc. Euh, Ça, en fait, ne doit surtout pas nous amener à considérer ces aciers comme du, entre guillemets, bas de gamme. Ça n'a rien à voir, ça reste technique.
Et d'ailleurs, pour info, il existe même des ronds à béton qui sont en inox. Donc en fait, et même pour des questions, je dirais, d'efficience, en fait, ces process de fabrication doivent être excessivement surveillés, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans les paniers de ferraille. Et donc, vous avez deviné là où je voulais en venir. En France, la quasi-totalité de nos productions sont à considérer comme des produits, des aciers techniques, très techniques ou hyper techniques. Alors, si on parle des grandes voies de production des aciers, alors, vous savez certainement tous, il y a la voie fonte, il y a la voie électrique. Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que dans les deux cas, ces filières consomment des aciers usagés. Alors, j'utilise acier usagé, ferraille, scrap, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un peu de la même manière. Alors, la voie fonte, elle part de minerai de fer, hein, qui est réduit, utilise du coke, et en fait, au cours des étapes de transformation, on va incorporer une partie de ferraille à des taux techniquement acceptables. Et puis, vous avez la voie électrique, qui, elle, est basée essentiellement donc, sur la consommation de ferraille, avec un contenu ferraille qui est supérieur à 80%, donc supérieur à 70%. Et en France, la répartition acier plat, généralement, mais pas uniquement, vient du processus fonte, et la plupart des aciers longs, mais encore une fois, vient de la voie électrique, même si techniquement, on peut faire des aciers longs en voie fonte. Et en France, voilà, le ratio, c'est à peu près 70% fonte, 30% électrique. Alors, la métallurgie vise en fait à définir une chimie et un process associé qui permettent d'être en phase avec les propriétés attendues de l'acier. Alors, la voie fonte, elle va partir d'un acier qui est sans éléments complémentaires au sens métallurgique, hein, puisque c'est vraiment fer carbone. Et on va ajouter des ferrailles, comme je l'ai dit, en cours de process avec un dosage bien adapté en pourcentage et en typologie de ferraille, c'est-à-dire sans composants indésirables ou des composants non recherchés pour arriver à la nuance du produit. Alors, il y a des contenus, typiquement le cuivre, l'étain, l'antimoine, qui en fait vont poser des problèmes techniques, hein, alors, pour ceux qui veulent du détail, c'est la ségrégation joint de grains, très exactement, qui peuvent par exemple conduire à de la déchirabilité au laminage, mais sans aller jusque-là. Voilà, ça fait partie des résiduels qui peuvent poser problème sur un certain nombre de nuances, les nuances étant les chimies d'acier. Alors, on peut avoir des nuances qui demandent un certain taux de cuivre, mais je dirais la majorité est plutôt sans cuivre. Je ne veux pas me focaliser là-dessus, mais comme on a parlé cuivre tout à l'heure, ça me paraissait utile de l'évoquer là. Et puis, pour des alliages plus complexes, et notamment en voie électrique, on va chercher à mettre dès le début du process, hein, donc dans les paniers ferraille, les ferrailles qui sont proches des nuances à atteindre, ce qui permet d'éviter de mettre des compléments en ferroalliage trop importants. Et en plus, ce qui se passe, c'est que, alors, c'est pas vrai selon certains, enfin, pour tous les process, mais dans certains process, en plus, certains contenus d'alliage, en fait, ne peuvent pas être récupérés, parce qu'ils partent, en fait, dans les laitiers. Donc voilà, donc on doit quand même mettre un certain nombre de compléments. Je voulais juste préciser, parce que je dirais pour un certain nombre de personnes qui gravitent autour de notre monde, euh, parfois on a tendance à dire oui, mais dans les ronds en béton, la tolérance sur le cuivre est assez large. Alors c'est vrai, elle est peut-être un peu plus large que sur d'autres produits, mais elle n'est vraiment pas infinie. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, le cuivre a des propriétés qui posent des problèmes, et donc voilà, on n'a pas des fourchettes d'acceptabilité qui soient non plus totalement libérées. Alors, si les aciers usagés pré-consommateurs sont toujours préférés. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on a envoyé dans la chaîne de valeur, donc on sait à peu près la nuance qu'on va retrouver, les chimies sont connues, et en plus elles sont dans des fourchettes analytiques qui sont calibrées, donc on a là, je dirais, une réserve de matières premières qui est particulièrement intéressante, mais voilà, elle n'est pas dans une volumétrie suffisante. Euh, alors, il faut avoir accès à ces aciers usagés dans de bonnes conditions, au bon format, avec la bonne propreté.
Mais voilà, elles sont structurellement plutôt en baisse volumique parce que l'efficience des process industriels fait qu'il y a moins de déchets à la transformation, bien évidemment. Et puis, voilà, l'histoire de l'industrie française fait qu'il y a eu un certain nombre de délocalisations de process intermédiaires et donc que ces ferrailles ont du mal à revenir en France. Donc évidemment, bah, on ne peut pas se satisfaire que des aciers usagés pré-consommateurs. Donc, on va également utiliser des aciers usagés post-consommateurs. C'est d'ailleurs le gros des volumes disponibles sur le marché. Alors, certaines sont quand même repérables, hein, quand on est sur de la démolition industrielle ou de la démolition de bâtiments. Là aussi, on sait à peu près quel est le type de produit que l'on pourrait retrouver, même si c'est beaucoup moins précis que dans les ferrailles pré-consommateurs qu'on peut capter. Mais voilà, souvent les mélanges sont fréquents et donc c'est pas la solution parfaite. Donc l'utilisation des ferrailles, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que c'est un des éléments de la décarbonation de notre filière. J'ai vu qu'il y avait une question qui était posée dans ce sens-là. Et donc c'est absolument vital qu'on puisse garder cette ressource en France, plus largement en Europe, en tout cas voilà, pour nos chaînes de transformation. Et donc, il faut pouvoir la rendre utilisable le plus efficacement possible et évidemment à moindre coût. Donc, c'est un élément de compétitivité de la filière française hein, qui, en plus, on a cette chance d'avoir une électricité peu ou presque décarbonée. Et ça, c'est un élément excessivement favorable en termes voilà, d'empreinte carbone sur le marché européen ou ailleurs. En plus, la sidérurgie a une capacité d'innovation en France qui est d'excellente qualité. On a aussi la chance d'avoir des ressources humaines voilà, qualifiées qui sont attachées à leur métier. Et globalement, en France, alors c'est la rançon aussi d'un certain nombre de contraintes que les industriels ont en France, mais on a des conditions de la RSE absolument exemplaires. Euh, et donc, si vous voulez, il y a une réglementation qui a été pas mal discutée au niveau européen, qui est la réglementation sur les transferts de déchets. Et évidemment, nous, on insistait sur le fait qu'il y ait une reconnaissance de ce traitement environnemental particulièrement adapté en France, plus largement en Europe, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et donc, si vous voulez, un acier sur base de matière recyclée, c'est pas le même partout. J'ai évoqué l'empreinte carbone, notamment liée à l'aspect énergétique. Encore une fois, la France a cet avantage. Je viens d'évoquer l'aspect RSE. Et vous savez que les conditions de travail, les contraintes sur je dirais, tout ce que tourne autour des rejets environnementaux, les conditions de travail, etc., sont particulièrement surveillées en France. Et donc on est dans un acier qui a un affichage de particulièrement bonne qualité dans ce cadre-là. Donc c'est une source de souveraineté économique. Et puis, il va y avoir une croissance des besoins en Europe et en France. Pourquoi? Parce que la filière de la voie fonte va intégrer progressivement davantage de scrap. Donc, il y a eu un de nos acteurs qui a affiché clairement le fait de pouvoir progressivement passer d'un concours. Alors, c'est un chiffre, de manière de vous donner, de l'ordre de 10-15% pour se rapprocher du maximum thermodynamique qui est un peu supérieur à 20%, 25%. Et puis, il va y avoir un changement des process avec l'introduction du système DRI, hein, donc réduction directe du minerai de fer par d'autres moyens que ceux actuellement utilisés et qui sera complété de fours électriques qui utiliseront donc du scrap. Donc voilà. Donc c'est un sujet évidemment sensible, à tel point d'ailleurs que certains acteurs de la sidérurgie font de l'intégration verticale en prenant des collecteurs trieurs d'acier usagé pour maîtriser en fait la source en volume et en qualité. Alors j'aimerais faire peut-être un point d'illustration sur ce que je viens de dire, et notamment sur la partie empreinte carbone avec l'inox. Parce qu'il y a un vrai différentiel d'empreinte CO2 entre un inox en filière four électrique, hein, donc qui intègre, voilà, comme je disais tout à l'heure, plus largement entre 80 et 90% de matière recyclée, et puis un inox qui va être fabriqué en Asie, Indonésie, Chine, Inde par exemple, à partir de ferronickel, qui en fait a une base teneur en nickel et qui est obtenu par un process de réduction du minerai à base de charbon.
Et donc, dans un cas, vous avez dans la filière électrique, on va retrouver en Europe à peu près 2 tonnes de CO2 d'empreintes. Et puis, pour l'autre partie, donc, sur ces acteurs, entre Gunam et Dinasia, on est plutôt autour de 10 tonnes de CO2. Donc, ça fait 8 tonnes d'écart, enfin, ça fait une empreinte dans un rapport de 1 à 5. Donc, c'est vraiment significatif. Alors, je voulais également évoquer quelques mots, inévitablement, sur la qualité du déchet recyclé. Donc, vous m'avez entendu parler de nuances d'acier, la capacité à avoir les bonnes nuances. Vous m'avez entendu parler de résiduels, c'est-à-dire en fait ces pourcentages de métaux qu'on ne souhaiterait pas forcément avoir, mais qu'on va retrouver. On peut aussi parler de contenus en inerte, hein, donc des minéraux qui ne sont pas souhaitables, de temps en temps on récupère dans les paniers et dont on n'a pas besoin pour notre process. Et puis, il y a d'autres contenus, parfois, par d'autres matériaux qu'on peut retrouver dans des ferrailles usagés qui nous sont proposés et qui posent d'autres problématiques. Donc, il y a un besoin de meilleure séparation du tri et de tri en amont, hein. Encore une fois, je peux donner un exemple parce que je ne veux pas me mettre que sur ce que j'ai déjà évoqué au niveau des nuances ou de leur format ou de leur propreté. Mais si on prend les inox, encore une fois, c'est une illustration qu'on peut avoir. Vous avez deux types d'inox, les inox austénitiques et les inox ferritiques. Et en fait, les inox ferritiques, euh, aujourd'hui, on a du mal à les récupérer. En fait, elles partent souvent dans les ferrailles standards. Et on estime qu'il y a à peu près 30% des ferrailles inox, du coup, qui ne sont pas recyclées dans la filière inox parce qu'on n'arrive pas à les séparer. Et c'est dommage parce que ces ferrailles d'inox ferritique contiennent plus de 10 points de chrome. Et donc, c'est une ressource intéressante à conserver. Si on veut illustrer les choses, si on ne peut pas récupérer ce chrome présent dans ces ferrailles, en fait, on est obligé de rajouter des ferroalliages, hein, des ferrochromes, qui, par exemple, ont une empreinte de l'ordre de 6 tonnes de CO2 par tonne d'alliage. Donc voilà, donc tout ce qui peut être valorisé, fait pour valoriser cette ferraille est la bienvenue en Europe. Voilà. Euh, et autant l'automatiser pour que ce ne soit pas voilà, du personnel qui fasse le tri. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, peut-être juste quelques mots pour vous montrer que la sidérurgie française, voilà, elle pèse assez significativement en Europe. Certes, l'Allemagne et l'Italie sont les deux principaux pays européens de production sidérurgique, mais la France est derrière. Et donc, nous avons tout un tas d'entreprises je dirais, qui sont des fleurons de l'industrie française qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Quelques mots de conclusion. Donc, les aciers usagés, oui, c'est un élément de souveraineté industrielle. Cette ressource, elle existe en France et la demande va croître. Ces matières premières secondaires doivent rester disponibles en France en quantité, qualité et prix acceptables. C'est un des éléments de décarbonation de la sidérurgie française. Et puis la France, avec son contexte RSE que j'ai développé tout à l'heure, et son énergie faiblement carbonée, son dispositif industriel significatif, capacité d'innovation, voilà, on a véritablement un atout qui doit être préservé et développé pour irriguer l'ensemble du tissu industriel français et européen, pour appuyer les activités vertes, parce que bien évidemment, vous aurez du mal à faire une éolienne sans acier, pour ne prendre que cet exemple. Et puis aussi pour appuyer la décarbonation des industries françaises, hein, puisque en fait nous irriguons l'ensemble du tissu industriel. Ben, avoir un acier tel que celui qui est produit localement, c'est un avantage également dans cette perspective-là. On peut imaginer qu'un meilleur recours aux data, notamment sur la qualité des ferrailles, pourrait être un avenir. Et puis, je ne terminerai pas bien ma présentation sans effectivement faire le lien avec les travaux menés avec l'ADEME et l'étude notamment qu'a évoqué Olga Kagravat de l'ADEME. Voilà, merci à vous tous.
Merci Maxime. Nous sommes tout juste au niveau de l'enchaînement des créneaux. Je vais passer de suite la parole à Marie-Pierre et Olga conclura par une petite remarque Bien sûr. avant de passer aux questions-réponses. Oui, bonjour à tous, Marie-Pierre Mescam. Donc, je remercie également Team 2 de cet événement très important qui va nous permettre d'échanger et de compléter les points des uns des autres. Merci Maxime pour tout ce détail très intéressant. Donc, bah, moi, je vais en profiter pour rebondir sur deux, trois points. Donc, nous, industriels du recyclage, représentés par Fédérec et la CME, on fait aussi partie de cette chaîne de valeur. Et notre credo principal, effectivement, c'est de répondre aux besoins de nos partenaires. Alors d'abord en France, mais comme vous l'avez dit, la France, c'est uniquement 50% de la production des 12 millions de tonnes de matières premières issues du recyclage. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a peu d'industries, malheureusement, qui consomment des matières, sachant que la filière fonte, ça représente quand même 70% du volume français. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est entre 10 et 15. Allez, moi, je compte une moyenne de 12% d'incorporation. Et que même si demain on monte à 25, on aura toujours une surcapacité, puisqu'aujourd'hui, on est quand même excédentaire d'un peu plus de 6 millions de tonnes de matières premières issues du recyclage. Donc là, je parle uniquement acier. Bon, aujourd'hui, 50% en France, 46% en Europe. Comme vous l'avez vu sur nos pays voisins, il y a un petit peu plus d'industrie. Donc le nerf de la guerre, c'est un, l'industrialisation de la France et des nouveaux projets industriels pour pouvoir consommer ces matières. Après, vous parlez de qualité, de quantité, de qualité acceptable et de prix acceptable. Alors la qualité acceptable, il faut savoir que, comme cela a été dit tout à l'heure, notre profession a investi l'année dernière 1,5 million d'euros, donc dans des techniques de tri, dans voilà, tout ce qui peut nous permettre d'accéder à la qualité qui est réclamée par les cahiers des charges précis, comme vous l'avez souligné. On ne fait pas n'importe quel acier avec n'importe quoi, y compris du rond à béton. Donc nous, notre profession se met à poids d'honneur à répondre le plus précisément possible aux cahiers des charges qui nous sont imposés. À titre d'exemple, donc moi je suis directeur commercial chez De Richebourg. L'année dernière, on a fait 260 millions d'investissements dans de nouvelles technologies et installations pour atteindre effectivement les plus hauts niveaux de valorisation et de qualité souhaités par les cahiers des charges. Donc c'est quand même non négligeable. Et on est bien entendu là aussi pour accompagner encore une fois nos partenaires de cette chaîne de valeur. Plus nos industries françaises seront performantes, comme vous dites, la souveraineté, c'est aussi une chose importante. Nous, les emplois de nos industries sont en France. Donc, bien entendu, on a tout à fait intérêt à continuer à développer ces différentes filières. Maintenant, on a aussi du mal à avoir une projection. Donc, comme vous le disiez, certains rapports restent un peu confidentiels et on le comprend parce que ce sont des technologies et quand on veut être à la pointe, on n'a pas envie de claironner sur les toits tout ce qu'on va faire pour demain être le plus performant. Maintenant, nos industries du recyclage investissent dans plusieurs technologies, parfois sans avoir vraiment de vision à long terme. Donc, c'est toujours des prises de risques importantes. Et c'est vrai que de savoir sur quelle dynamique on doit aller, sur quel point de recyclage plus précisément l'avenir nous emmène, nous aide à nous projeter et à favoriser un investissement plutôt qu'un autre. Faut savoir qu'aujourd'hui, nos outils industriels, c'est quand même plusieurs millions à chaque fois qu'on veut instaurer pardon, une nouvelle ligne. Et c'est pas toujours facile de prendre cette voie alors qu'on n'a pas de planification en termes de consommation future sur les quantités et les qualités. Encore une fois, on sait que certaines de nos matières premières issues du recyclage vont plutôt en déclin, comme vous le disiez, les chutes neuves, par exemple, issues de production industrielle. Forcément, en moyen d'industrie, moi, nous aurons ce genre de chute. Et comment on peut effectivement aider à la consommation de ferraille de post-consommation et donc nous les transformer dans des matières premières que vous pourriez consommer directement. Voilà, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de cette aide-là. Après, on parle de la décarbonation. Alors, effectivement, c'est l'argument phare.
Nous, ce qu'on attend aussi des pouvoirs publics, on a parlé tout à l'heure d'un label, par exemple, de contenu recyclé. C'est vrai que quand la commande publique peut intervenir également sur le fait de consommer tel ou tel produit plutôt par son empreinte carbone, par le fait qu'il est issu de l'économie circulaire et notamment en France, voilà, il y a des il y a des coups de main en dehors du taux d'incorporation qui, comme vous le disiez, en fonction des contrats techniques des uns et des autres, peut-être freiné et il y a des paliers qu'on ne pourra pas franchir. Le fait d'avoir un contenu labellisé avec une vraie empreinte carbone qui tient compte de l'ensemble des paramètres serait pour nous effectivement une grande avancée. Aujourd'hui, on se focalise aussi sur notre énergie, donc c'est une chose qui est importante. C'est vrai qu'en France, on a quand même 30% de la sidérurgie qui consomme, allez, on va dire, vous avez dit 80, on dirait 90 de matières premières issues du recyclage, et leur donner aussi de la visibilité sur leur contenu labellisé, pour nous, serait vraiment une avancée et bénéficierait à l'ensemble des acteurs de la chaîne du recyclage des matières premières. Voilà. Donc, notre profession, nous, bien entendu, est tout à fait prête et désireuse d'écrire avec ses partenaires ces nouvelles trajectoires. Après, il faut, encore une fois, qu'on ait une vision sur nos investissements encore nécessaires pour l'atteinte des qualités attendues. Alors, j'ai entendu aussi à des prix acceptables. Alors là, souvent, le problème est posé sur la table parce qu'aujourd'hui, les machines que nous utilisons, les installations industrielles, pour aller au bout du tri, et notamment, vous parliez tout à l'heure, Maxime, de la séparation des inox ferritiques avec des aciers chute neuve non alliés, on va dire. Ces installations sont malheureusement extrêmement coûteuses. Et voilà, le prix acceptable est toujours une donnée voilà, qui se heurte un peu avec la bonne volonté. Et on a besoin d'avoir aussi des soutiens pour ces matières, pour l'aboutissement du tri de ces matières. Alors moi, j'ai une petite phrase bon, qui fait toujours rire tout le monde. C'est vrai que nous voulons effectivement produire les matières que vous attendez. Maintenant, on ne fait pas de tarte aux pommes avec des poires. Et il y a certaines matières qu'on aura du mal à remplacer, d'où l'importation, effectivement, peut-être d'un millier de tonnes, par exemple, de chute neuve, parce qu'on va les trouver dans les industries qui sont voisines. Alors, en général, c'est quand même Europe. Mais effectivement, en France, encore une fois, le point d'orgue, il faut de nouveaux projets industriels pour la consommation des matières premières issues du recyclage. Je vous remercie.